Bien, mesdames et messieurs, pardon vraiment pour mon retard. Je me suis fait une règle depuis que je suis présent dans les jours, c'est de ne jamais être en retard. Et je vous assure, c'est vrai. Ah, c'est gravissime, je suis en retard. La plupart du temps, je suis avant les conseils régionaux. Claire et Pierre m'accompagnent dans cette transhumance. Nous avons décidé d'essayer de changer un peu le modèle. On voulait un peu avoir un moment de dialogue avec les Normands. Donc on remercie les fonctionnaires de la région qui se prêtent à l'animation des stands et des corners que vous avez, qui vous permettront de pouvoir examiner un dossier avec eux, préciser des politiques régionales que j'ai évoquées, leur demander pourquoi la région n'intervient pas sur tel ou tel sujet. Bien entendu, on est en mesure de répondre aussi avec Claire et Pierre. Je suis en retard pour une raison très simple, c'est que j'ai passé le début de mon après-midi avec les producteurs des carottes de Créance. Et ce qui fait que j'ai pris le retard avec les producteurs des carottes, et après j'avais la signature du contrat de territoire avec Coutances. Comme le maire avait été, comme le président de la communauté de communes, je le dis pour les élus qui sont ici, quand ils nous invitent, et il avait fait les choses bien, il y avait des bulots, des huiles, du vin blanc, donc je ne pouvais pas partir comme ça. Donc voilà. Bien. Quelques mots simplement. L'idée, c'est qu'on puisse échanger après autour d'un verre et qu'on puisse évoquer ensemble. Quelques mots pour introduire le sujet. Peut-être d'abord commencer par ce qu'évoquait David, que je remercie pour son accueil toujours éminemment sympathique et de bien confiance que nous avons. Comme d'ailleurs, je vais dire avec les grandes villes qui sont là. Grandville Avranches, ou plus encore le bassin d'emploi d'Avranches, c'est le bassin d'emploi que je cite tous les jours en Normandie, puisque c'est le bassin d'emploi d'exception, plein emploi, malheureusement des centaines d'emplois non pourvus. Et donc je vais peut-être commencer par ces sujets-là et dire qu'il y a en Normandie, mais dans la Manche, le territoire est de loin dont la situation économique est la plus redressée, puisque ce département, alors vous savez, c'est comme on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. En vérité, moi qui franchis la Normandie tous les jours d'est en ouest, le département qui se porte le mieux et de loin, c'est l'autre. Vous ne savez peut-être pas, mais je vous dis que c'est l'autre. Avec beaucoup d'entreprises innovantes, d'entreprises qui se développent. On a des réussites industrielles assez exceptionnelles sur le département de la Manche. Quand vous allez sur le Cotentin, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu des industries se monter. Ici, il y a ce groupe coréen qu'on est allé chercher à Séoul il y a 1 an et demi, qui aujourd'hui vient de déposer son permis de construire. Il n'avait pas déposé, il l'a signé, même si c'est les services, c'est la Schéma qui porte le dossier industriel. Derrière le projet d'SPC, c'est pas tellement le projet industriel lui-même d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un groupe qui pèse 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est le plus grand groupe, un des plus grands groupes asiatiques sur la croissanterie industrielle et la viennoiserie industrielle, et que leur objectif est qu'ils vendent sous l'enseigne Paris Baguette, qui est très très présente dans l'ensemble des pays d'Asie. Et leur idée, c'est de faire de la France, et donc Dieu merci, ils sont de la Normandie, leur base pour l'exportation sur la totalité de l'Europe et sur les États-Unis. Donc il y a derrière ça du potentiel, puisque pour faire des croissants même industriels ou des baguettes industrielles, il faut du lait et du beurre. Derrière ça, il y a pour l'industrie agroalimentaire normande et pour les agriculteurs normands des capacités de déboucher absolument considérables à terme si leur projet de développement sur l'ensemble de l'Europe se réalise, puisque ça tout partira d'ici. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que sur l'agriculture, on a bâti un modèle dont j'ai évoqué ça encore avec des professionnels agricoles, pas plus tard qu'hier, puisque j'étais à Bruxelles hier soir, pour toute une série de dossiers régionaux. Nous avons su bâtir un modèle, je dis à des agriculteurs qui sont ici, nous avons su bâtir un modèle à travers la construction du plan de développement rural avec la Commission européenne, dont on se félicite tous les jours. En l'espace de 2 ans, en portant et en co-construisant cette politique agricole, puisqu'on a vraiment fait avec les professionnels de l'agriculture, on a fait 10 groupes de travail avec 260 personnes qui ont participé aux travaux,
Nous avons créé un schéma basé sur la modernisation, la compétitivité des exploitations, sur le développement des filières courtes, sur les signes de qualité, sur la possibilité pour les agriculteurs d'aller vers des chemins plus respectueux de l'environnement, même si tous respectent en général l'environnement, d'aller vers le bio. Nous avons consacré pour l'agriculture de Normandie la bagatelle de 202 millions d'euros pour l'espace de 2 ans et demi pour l'investissement. Nous avons touché 8000 exploitations agricoles, ce qui représente plus de 20% des exploitations agricoles dans lesquelles la région est intervenue. Et nous avons, au-delà de ça, les deux conseillers régionaux qui ont mangé des bulots plus longtemps que moi, quoi, c'est oui, c'est ça. Oui, je n'ai pas tout à fait répété l'imitation et on a une très très belle réussite ces derniers jours. On doit un travail qu'on a mené avec les organisations agricoles, avec l'INAO, qui est sur le camembert. Je le dis s'il y a des agriculteurs qui sont là. Ce qu'on a réussi sur le camembert, sortant de 30 ans de guerre, entre le camembert fait en Normandie et le camembert de Normandie, qui était le camembert au lait cru, nous avons réussi à créer enfin une dynamique commune pour ne pas écarter une grande partie de la production du camembert, qui était du camembert fait par les grands acteurs industriels, tout en montant en exigence, pas d'OGM, des vaches qui vont être nourries à l'herbe, la normandisation des troupeaux. Il va falloir, d'ailleurs je vous dis, on va manquer probablement de vaches normandes, on va revoir des troupeaux de normandes. Alors dans la Manche il y en a, mais dans les autres départements il y en a quand même beaucoup moins. Il va falloir la bagatelle de 25 000 à 30 000 vaches supplémentaires dans l'espace de 2 ans de race normande. Et on va réussir, normalement, si l'équation, si on ne s'est pas trompé, je parle devant Florence, qui était là, qui est d'élever le niveau du camembert, et ça va concerner 900 millions de litres de lait, c'est-à-dire globalement 20 à 25% de la production de lait de Normandie, ce qui veut dire qu'on va pouvoir sortir un prix du lait pour tous ceux qui vont rentrer dans cette démarche-là entre 30 et 50 centimes au-delà du prix de base. Et donc c'est une formidable réussite parce qu'on est sur la construction d'une dynamique pour porter le camembert, qui est le deuxième fromage le plus vendu en France, pour le porter vers l'excellence, et à travers une démarche assez comparable à celle du comté, même si le comté est 200 pas devant nous. Mais l'idée, c'est que derrière ça, on puisse tirer une partie de la filière laitière et, au-delà de ça, améliorer la rémunération des éleveurs, qui est quand même la clé de l'ensemble. Donc, je reviens, je sais pas pourquoi j'ai fait cette longue digression sur les questions agricoles, c'est à cause de toi, DSPC. Et donc, voilà, on a dans la région aujourd'hui, à travers la construction de cet écosystème régional, des résultats économiques dont on peut se dire qu'aujourd'hui, on y est probablement un peu pour quelque chose. Quand on regardait les chiffres de la Basse ou de la Haute-Normandie, globalement, on était toujours, quand il y avait 22 régions, si vous regardiez au-dessus de la 15e place, vous étiez sûr de ne pas nous y trouver. Aujourd'hui, sur tous les indicateurs économiques, ce n'est pas les miens, c'est ceux de l'État. C'est pas moi qui les ai fabriqués pour les plaisirs de la cause. Nous avons su construire un schéma avec des outils innovants et un écosystème qui aujourd'hui porte ses fruits. Je vous donne quelques éléments. D'abord, nous avons su créer, nous nous sommes intéressés au développement de l'entreprise et au haut bilan des entreprises. En clair, rentrer dans le capital de l'entreprise. On a créé un fonds d'investissement de 100 millions d'euros. Nous sommes rentrés dans le capital de une bonne quarantaine d'entreprises. Et en clair, que fait-on à travers cette idée-là? Soit directement en action, à travers ce fonds, soit en ce qu'on appelle en quasi-fonds propres, à travers un fonds de prêt participatif de 25 millions d'euros que nous sommes allés chercher à la Banque européenne d'investissement. Et l'idée, c'est qu'on puisse améliorer le haut bilan des entreprises et ainsi favoriser leur capacité de développement. Ça, c'est un outil qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on a une quarantaine de fonds d'investissement autour de nous, ce qui nous permet de conforter des entreprises dans leur développement, ce qui nous permet d'asseoir le capital d'entreprise au moment de la transmission, quand il y a une reprise par les salariés, quand il y a une reprise par la famille, quand il y a une reprise par quelqu'un d'extérieur. Ce qui nous permet aujourd'hui, à travers l'ensemble du modèle qu'on a bâti, de pouvoir faire, d'avoir créé une espèce de team. C'est probablement un des facteurs de la réunification de la Normandie, c'est qu'on est en train de créer la conscience qu'on a une communauté de destin qui est d'être normand.
vous êtes juste à côté de la Bretagne. Moi, mon inspiration de tous les jours, c'est les Bretons. J'ai envie que les Normands ils soient aussi Bretons que les Normands dans la défense de leur région. Alors, ils m'agacent, les Bretons, quand ils parlent de leur Bretagne, mais moi, quand je parle de Normandie, j'ai envie de les agacer autant. Dans la fierté d'être Normand et dans l'idée qu'on est tous un peu responsables. Certes, on vit dans une communauté qui est nationale, une communauté de destin qui est l'Europe, mais on a une communauté infranationale. C'est cette communauté régionale dans laquelle je souhaite qu'on soit inscrit complètement, pleinement. Et au niveau économique, on commence à avoir cette solidarité avec des patrons de PME ou de TI qui participent au développement et qui viennent construire des schémas pour parfois sauver. Je suis devant le président de la communauté de communes Terre et Mer, c'est ça, Grand Vilain. Ouais. Parce que c'est pas des noms très faciles à retenir. Et donc, où à chaque fois qu'on a une entreprise qui est en difficulté, on bâtit un modèle dans lequel il y a l'action de la région avec ses outils. Et on va chercher, et aujourd'hui on a une entreprise de Saint-Étienne-de-Rouvray qui est allée sauver une belle entreprise de la métallurgie à Évreux, on a une entreprise de la Manche qui est allée sauver il n'y a pas très longtemps une entreprise du côté de Val-de-Reuil, on a il y a quelques mois une entreprise de Rouen qui est allée sauver une entreprise du Havre, et où on fait ce qu'on appelle du retournement en termes de business, où on garde des entreprises quasiment mortes, cliniquement mortes, mais on estime qu'il y a un potentiel parce qu'il y a des qualifications, il y a des hommes et des femmes avec des compétences, et on a cet environnement qu'on a pu créer. On a par ailleurs développé une agence de développement unique avec aujourd'hui un système qui permet d'avoir des chiffres en matière d'investissement des PME qui sont exceptionnels. J'ai eu encore le directeur général du Crédit Agricole Normandie-Seine, c'est-à-dire celui de Rouen, qui me disait que l'année dernière, ça je le savais, tant à Caen qu'à Rouen, on avait des encours bancaires pour l'investissement des PME normandes avec des résultats exceptionnels, plus 15% sur la basse Normandie et plus 16 sur la basse Normandie, plus 15 sur la haute Normandie. Cette année, on va encore avoir des résultats identiques, et les deux patrons des deux crédits agricoles disent c'est parce que la région a su mettre en place des instruments simples, on répond à un délai de 2 mois, on a une boîte à outils, on gère la complexité, les collaborateurs doivent trouver des solutions à partir de problématiques d'innovation, de développement, de marketing, de reconstruction du process industriel. Il y a quelques mois, nous étions dans une entreprise tout près d'ici, où le patron, le directeur de l'établissement disait voilà, j'ai mis en place, j'ai bénéficié d'un soutien au titre du conseil stratégique que finance la région, j'ai gagné 17% de productivité dans mon entreprise en rebâtissant mon modèle industriel qui est assez extraordinaire, comme je pourrais évoquer d'autres entreprises sur lesquelles il y avait un certain nombre de difficultés, on ne les évoque pas en général, et sur lesquelles on a trouvé des solutions. Deuxième instrument, troisième instrument, on a mis en place un dispositif qui s'appelle ARM, qui est d'ailleurs géré par une blanchoise qui est Christiane Pulvert. On a sauvé plus de 400 boîtes du dépôt de bilan, 11 000 salariés, 95% de survie des entreprises à 2 ans, avec des entreprises qui souvent ont des problèmes de trésorerie, un client qui ne paie pas, un problème d'approvisionnement, un business plan qui n'a pas été exactement construit. On intervient, dans les 10 jours on a un audit, on regarde un peu la solution, on regarde, soit on met les créanciers autour de la table, une fois sur deux on n'a même pas besoin de mettre d'argent, une fois sur deux on intervient, et au bout du compte, ce qui est intéressant c'est pas d'avoir sauvé la boîte à 3 mois, ce qui est intéressant c'est que 2 ans plus tard la boîte soit en vie, qu'elle refasse des bénéfices et qu'elle recrée de l'emploi. Et donc on est arrivé, grâce à l'agence de développement et à cette petite équipe dédiée, à bâtir un modèle dans lequel on a sauvé exactement 393 ou 397 entreprises de la mort quasi certaine. On soutient l'exportation. Nos chiffres à l'exportation sont 2 fois supérieurs à la moyenne nationale, on fait plus 8 quand la moyenne française fait plus 4. Avec là aussi la création d'un outil innovant où on accélère des entreprises qui veulent aller à l'export. En clair, je suis patron de PME, j'ai envie de développer mon activité, j'hésite à aller à l'export, je bénéficie de cette petite équipe dédiée avec des collaborateurs de Business France, qui est la structure de l'État et de la région. Je regarde si mon produit est adapté, je regarde si le pays vers lequel je vais aller, c'est le bon pays compte tenu de mon produit, je regarde si j'ai le réseau qui convient, quels sont les instruments que je dois mettre en place. Et depuis que nous avons mis en place cet instrument, qui est la première région française à l'avoir mis en place,
eh bien, plus de 150 entreprises sont passées dans ce dispositif et sont parties à l'exportation pour essayer de gagner des parts de marché. Au bout du compte, ce n'est pas moi qui ai inventé les chiffres, je le dis, la réduction des défaillances d'entreprises, nous avons la plus forte réduction des défaillances d'entreprises de France. Nous avons sur l'exportation les chiffres que j'indiquais. Sur l'investissement des PME, nous avons des résultats comme peu de régions peuvent s'en enorgueillir. Et au bout du compte, en termes d'intention d'embauche et d'offres d'emploi, les croissances sont les plus élevées en Normandie de France depuis 3 semestres, sauf un semestre où on a été battu par l'Île-de-France. Donc on a certes encore beaucoup de sujets devant nous, mais je crois qu'on a su créer un modèle et un écosystème qui nous permet en effet, en plus, comme le disait David, d'accueillir des entreprises étrangères. Et je pense qu'on aura, je vous assure que je ne fais pas par plaisir, j'étais à Londres et à Dublin 24 heures la semaine dernière dans le cadre du Brexit, et je pense qu'on aura sur Cherbourg une relocalisation du transmanche, parce que les Britanniques ne sont absolument pas prêts dans le cadre du Brexit, ils n'ont pas embauché un douanier, pas un vétérinaire, ils n'ont pas fait 1 centime d'investissement dans leur port, et donc les Irlandais vont probablement réaffecter une partie du trafic qui passait par le Royaume-Uni. Pour vous donner une idée, il y a 30 000 poids lourds qui passent par an sur Cherbourg, il y a 140 000 poids lourds qui faisaient pour l'instant l'Irlande, Royaume-Uni, France. Si on a 10 à 20% de l'activité, ça veut dire le doublement de l'activité sur le port de Cherbourg. Et on va probablement pouvoir bâtir ce réseau de fret ferroviaire qui partirait du port de Cherbourg, le Caniferis est intéressé aussi, pour aller jusque dans le sud de l'Espagne. Donc il y a des sujets sur lesquels on intervient. Près d'une trentaine d'entreprises anglaises sont installées désormais en Normandie, donc il y a des campagnes de promotion qu'on a pu effectuer. J'espère que les choses s'accéléreront dans les mois qui viennent compte tenu du Brexit. Je prends un dernier exemple. L'hydrolien que l'État a abandonné, qui, vous savez, ces systèmes de turbines qu'on met au fond de l'eau durant le Blanchard pour produire l'électricité. On a le meilleur spot au monde parce qu'il y a des réseaux, il y a des flux alternatifs qui fait que c'est une production d'électricité 24 heures par jour, parce que c'est aller et retour, si je puis dire, en fonction des marées. Naval Group avait abandonné ce projet puisque l'État ne soutenait plus. On est allé chercher une boîte en Écosse, Atlantis, qui est la seule boîte au monde qui a apporté, qui met des hydroliennes au fond de l'eau. On a créé une joint venture commune grâce au fonds d'investissement régional. On a eu une réunion de travail avec Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, et avec la présidente d'Engie, qui sont intéressés par le projet. Et peut-être qu'on va sortir ce projet-là qui a un potentiel industriel considérable dans le cadre de cette énergie qu'on essaie de mettre au service du développement, en sachant que derrière ça, on a un vrai sujet, pour terminer sur la question économique, il y a la question de la formation, où on est dans une région où on a 21 000 emplois industriels pourvus, où dans des secteurs comme les vôtres, plusieurs centaines d'emplois non pourvus. Alors on essaie de transformer les formations. David Marguerite, qui est vice-président en charge de ça, qui est votre département, fait un boulot gigantesque. On a développé l'apprentissage, on a les chiffres de l'apprentissage à la suite du Grenelle qu'on avait fait quand on était élu à la région, où l'apprentissage a augmenté de 18% en 2 ans sur la région Normandie. On a créé 2000 postes d'apprentis supplémentaires en l'espace de 2 ans, alors que l'apprentissage s'effondrait depuis 8 ans en Normandie. Mais on a un vrai sujet, c'est qu'on n'a pas la main en totalité sur le service public de l'emploi, qui est une chose que je demande au chef de l'État à chaque fois que je le rencontre, au Premier ministre, parce qu'il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble, qu'on puisse gérer la totalité du dispositif de formation, qu'on puisse ensuite s'appuyer sur Pôle emploi, mais en ayant une autorité fonctionnelle sur Pôle emploi pour bâtir un système dans lequel on puisse aller chercher les stagiaires, parce qu'aujourd'hui on est face à un sujet, c'est que comme le chômage a un peu baissé, pas partout, mais beaucoup chez vous, enfin globalement a un peu baissé, eh bien on est face à un problème simple, c'est qu'on a de plus en plus de mal à faire rentrer des personnes en qualification et en formation parce qu'elles étaient éloignées de l'emploi, parce qu'on leur a proposé des dizaines de fois des formations qui ne venaient nulle part, et aujourd'hui on est face à une problématique qui est réelle et sérieuse, qui est de faire revenir vers le marché du travail des personnes pour qui c'est plus compliqué que celui qui a été viré il y a 3 mois d'une boîte à un endroit quelconque de la Normandie. Et puis on a un sujet sur lequel il faut qu'on expérimente des solutions nouvelles, et
toute la question de la mobilité, puisqu'on a en Normandie à 100 km des taux de chômage de 15% dans des bassins d'emploi, et sur d'autres bassins d'emploi, des situations de plein emploi. Malheureusement, la mobilité n'est pas une question très simple dans le pays. Mais en clair, on a là un enjeu majeur, et un enjeu sur lequel on va travailler, puisque nous allons récupérer la compétence orientation, parce que derrière toute cette question de l'absence de qualification et de formation, il y a le fait qu'on continue à mettre en place un dispositif, des dispositifs qui ne sont pas connus des jeunes, parce que derrière, ils ne connaissent pas les métiers aussi, des jeunes ou des moins jeunes. Et donc, quand on va dans un lycée, aujourd'hui, on est... J'ai fait l'exercice avec le recteur il y a quelques semaines, il en était navré. Je pose dans trois classes de terminale à Yvetot, combien d'entre vous est allé dans une entreprise durant votre scolarité? Je n'en ai jamais eu plus de 4 qui ont levé la main. Donc en clair, tant qu'on aura un système dans lequel les jeunes n'iront pas dans les entreprises, et où les techniciens, les ingénieurs, les ouvriers, les jeunes sortant d'apprentissage viennent dans les lycées, dans les collèges pour dire « Moi, je fais un boulot formidable et je vais vous raconter que je gagne bien ma vie parce que je travaille dans l'industrie. » Et contrairement à ce que vous pensez, on gagne mieux sa vie dans l'industrie que dans les services. Bien souvent, quand on a un boulot de technicien ou d'ouvrier qualifié, tout cela, il faut qu'on arrive à bâtir un modèle où on met l'éducation nationale, le monde de l'économie, la région, et puis qu'on bâtisse de vrais plans où toutes les semaines, les collégiens, les lycéens puissent découvrir des entreprises, puissent, quand vous allez dans une industrie automobile aujourd'hui, allez à Cléon, c'est là où on fait les moteurs électriques de Renault, doublement de la production chaque année, ils embauchent 150 personnes par an. Vous êtes dans des entreprises 4.0, où on fait de la maintenance prédictive, où il faut être plus informaticien qu'avec des boulons, comme on pouvait l'imaginer il y a 50 ans dans l'industrie automobile. Et donc il y a besoin que nos jeunes puissent découvrir tous ces métiers et que la passion qu'ont tant d'ouvriers, tant de salariés dans les entreprises où vous allez, ils puissent la communiquer, ces jeunes. Et donc on a ce sujet-là parce que c'est un des facteurs majeurs pour réduire le chômage à long terme. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, qu'on a des lycées en Normandie, comme dans toute la France, où des formations mènent 96% des jeunes au chômage à 1 an. C'est-à-dire que consciemment, la République française bâtit un modèle dans lequel on laisse des formations dont on sait qu'aucun des jeunes ne trouvera un boulot au bout d'un an. Bon, alors on est en train de les fermer avec le recteur. Je dirais très facile parce qu'il faut reconvertir les profs, les parents d'élèves ne comprennent pas toujours, mais il faut aussi parfois, en quelque sorte, donner des prix. Et raconter qu'on envoie des jeunes dans des formations qui mènent absolument nulle part. Et donc on a un vrai schéma qui est celui de bâtir un modèle où on adapte les formations. On a créé plus d'une centaine de formations nouvelles dans la région chaque année, mais on a encore un grand effort. Je prends des derniers exemples. J'ai visité avec le patron de Safran il n'y a pas très longtemps l'usine qui est au Havre. Au Havre, il y a encore 13-14 points de taux de chômage. Ils ont embauché 350 personnes. Sur les 350, plus de la moitié venaient de la région parisienne. Parce que malheureusement, dès lors qu'on est à certains niveaux de qualification, la Normandie n'est pas capable de les fournir. D'où le fait qu'il faut en même temps élever des niveaux de qualification. Quand l'industrie de la mode sur Granville m'a dit voilà, il nous faut des nouvelles formations et des qualifications plus élevées, on a mis en place des formations nouvelles avec des niveaux de qualification type BTS pour pouvoir répondre à leurs demandes. Bref, ce sujet-là est un sujet clé majeur sur lequel il va falloir continuer à bosser et où on peut encore largement progresser. Troisième sujet pour ne pas être trop long, qui est la question des transports, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes attachées à la question du ferroviaire, pour dire, je le répète, que Paris-Granville, on ne touche pas, qu'on arrête de le raconter, mais que deux, en même temps, oui, nous reprenons la totalité des trains intercités. Je veux dire, on est quand même dans un schéma où la région a décidé à proposer du temps de Manuel Valls de reprendre tous les trains intercités en disant on a un système où on a été abandonné par l'État. Le Paris-Granville, vous avez eu la chance que la région Basse-Normandie investisse à son époque, mais sur le reste, c'est lamentable. Le Paris-Cherbourg, c'est honteux, le Paris-Le Havre, c'est honteux, il n'y a pas un train à l'heure. On décide avec Manuel Valls de transférer contre un chèque d'1,4 milliard d'euros. Nous représentons 70% de l'investissement ferroviaire de l'État. On nous a donné un chèque d'1,4 milliard d'euros pour acheter des trains neufs.
vous aurez autant de confort que dans un TGV. Vous aurez la Wi-Fi, puisque Stéphane Richard, patron d'Orange, a décidé d'en faire le premier train intercité relié à la 4G, où on pourra prendre un café, on pourra prendre des vélos, on pourra changer un enfant, on pourra avoir des logements bureaux. Bon. Et oui, on pourra faire les deux, David. Voilà. Où on va gagner, je l'espère, en régularité par un système de maintenance qui va désormais être fait en Normandie, puisque Guillaume Tépi nous expliquait qu'un des grands problèmes des trains normands, c'est qu'ils sont entretenus à Paris, à la gare Saint-Lazare. Je ne parle pas du Paris-Grandville, mais je parle pour les deux autres. Ce qui fait que, comme il dit, c'est pas moi qui dis, c'est lui, on n'arrive pas à faire travailler les gens de Clichy. Donc on fait l'atelier de maintenance à Sotteville-les-Rouen, plus 2 ateliers de maintenance secondaire à Caen et à Cherbourg. Là, il y en a pour 150 millions d'euros, et on fait 500 millions d'euros d'investissement sur les voies. Alors, au bout du compte, on améliore la totalité, puisqu'on a repris désormais la totalité du schéma de transport et des mobilités, puisque nous avons aussi désormais les bus. Nous avons rebâti un schéma de mobilité en s'appuyant sur le pistage des téléphones portables pendant un mois. En clair, on a pisté chacun d'entre vous sur son téléphone portable pour savoir comment il se déplaçait, quel que soit son moyen de déplacement. C'est comme ça que j'ai découvert la vie tumultueuse de David Nicolas. Mais même en vélo, c'était tout type de transport, c'était le portable, comme on disait. Et donc, bien sûr, rassurez-vous, tout ça a été totalement anonyme. Et donc, on a les masses. Et on a découvert que dans nos têtes, on était sur des schémas de mobilité qui ne correspondent absolument plus à la réalité. Je raconte souvent cette anecdote, c'est que quand je partais de chez mes parents, j'allais prendre le train à Vernet pour aller à Sciences Po, j'avais toujours à ma droite, dans la voiture dans laquelle j'allais le plus souvent, 4 personnes qui ouvraient le jeu de tarot le lundi matin, qui commençaient la partie de tarot, et qui le vendredi soir, quand je faisais le chemin retour, concluaient les colonnes et réglaient les comptes. Eh bien, les pendulaires en question, ça n'existe quasiment plus, mesdames et messieurs. En clair, des personnes qui prennent le train le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi pour aller bosser, compte tenu des rythmes de travail, ça n'existe plus. En clair, quand vous avez 100 personnes dans le train à Évreux le lundi, il y en a toujours 100 le mardi, mais il n'y en a que 40 qui sont les mêmes. Et si c'est le jeudi, il n'y en a plus que 15 qui sont les mêmes. Et en réalité, 75% du trafic ferroviaire, en Normandie, il est utilisé par des Normands qui prennent le train une petite dizaine de fois par mois. C'est qui? Ce sont des salariés, ce sont des ingénieurs, ce sont des professions libérales, ce sont des retraités qui vont voir leur famille. Et on a bâti, alors c'est moins vrai pour vous, vous êtes moins concernés par la question du pendulaire, mais on a bâti sur une grande partie de la Normandie un système complètement pendulaire. Il ne faut pas les oublier, il y a beaucoup de gens qui vont bosser à la région parisienne. Mais il faut bâtir un schéma autrement. Et pardon, quand nous évoquons l'idée de substituer du train au bus, je voudrais dire qu'il y a des millions de Normands pour qui c'est plus un sujet. Parce que les cars Macron, ils sont utilisés par des dizaines de milliers de personnes par mois. J'ai plus les chiffres exactement, mais je suis sûr que le responsable des transports de la région est capable de donner le chiffre, parce qu'ils m'ont déjà donné. Mais je vois qu'il hoche la tête en disant non, donc vous n'avez pas les chiffres, mais je suis sûr que c'est par centaines de milliers que des personnes, eux, ont fait l'arbitrage du bus. Et que le bus à haut niveau de service, où vous avez la Wi-Fi, le café, le journal, ça vaut largement un mauvais train. Et pardon de vous dire, ça coûte entre 5 et 10 fois de moins qu'une place de train. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand vous prenez le train et que vous payez 10 €, la région elle a mis 70 € pour que vous puissiez rentrer dans le train. Et qu'en tout, on met 135 millions d'euros chaque année pour faire en sorte que les Normands puissent utiliser le train. Alors, quand on fait des arbitrages où on va plus vite en bus qu'en train, comme le Caen-Rennes, on découvre que le point-à-point de Caen à Rennes n'est utilisé par moins de 4% des gens, et qu'en réalité, en revanche, on a de plus en plus, on a des flux qu'on ne connaissait pas importants de personnes entre Caen, Saint-Lô et Granville. Vous allez voir pourquoi, je n'en sais rien, mais il y a énormément de canettes qui partent le matin pour aller vers Saint-Lô et vers Granville. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté, on a quasiment doublé le nombre de Caen, Saint-Lô, Granville pour essayer de capter une partie de ces personnes pour leur éviter d'avoir à prendre leur voiture. Mais dans le même temps, quand je vois la presse ou des associations dont il n'y a absolument aucune arrière-pensée politique du tout, quand on voit en général ceux qui portent ces associations,
ou quand on voit des élus qui sont en train de préparer leur campagne municipale en disant je vais mener un combat facile, je vais me battre pour ma gare, même si on prend sujet sur la gare, c'est pas très grave, je profite pour dire qu'à la KL des gares, ils montent une personne par jour. Ils vont continuer à arrêter le train. C'est-à-dire qu'on fait perdre 3 à 5 minutes sur un trajet qui, avec un arrêt qui coûte, pas simplement personnel, mais un arrêt qui coûte parce qu'il faut arrêter le train, il faut le faire repartir, et tout ça pour ne faire monter personne. Pour toujours raconter une équipe de François qui avait été mobilisée par une association, le journaliste m'a dit, je ne devrais pas vous raconter ça parce que ça va dans l'autre sens. Mais je suis, la rédaction qu'il faut aller filmer, la guerre, c'est sur le Paris-Rouen-Le Havre, mais c'est pas grave. Il y a 2 gares à 8 km. Il y a une gare, on a constaté, comptage fait, réel, effectif, entre 1 et 2 personnes par jour. Je dis, bon, une gare à 8 km, voilà, les gens vont aller prendre le train à côté. Bon, on prend pas de combat, le maire, scandale, etc. Bon, François vient, ils installent la caméra, et le type m'a dit, mais personne ne descend du train, on était désespérés. Et au bout du compte, quand le train repart, on voit une personne qui était sur le quai et qui, pense-t-on, sortait de ce train. Voilà. Bon, et donc oui, on réorganise les choses, on va mettre du digital, de l'intelligence artificielle désormais pour essayer de bâtir des modèles où on fait du transport collaboratif avec du transport public. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de bâtir? Je donne un exemple. D'Avranches pour aller pour donner un endroit Flers. Bon, je ne sais pas comment on fait, on va d'Avranches à Flers, c'est ça. Ouais, bon, non, d'Avranches à Bayeux. Bon. Bien. Eh bien, on est en train de tester une application, ou dans 2 communautés communes, où en clair, vous avez du Blablacar, David s'offre sur une partie du trajet. Moi, je suis demandeur d'aller d'Avranches à Bayeux, et l'application me propose de pouvoir faire du Blablacar avec David Nicolas jusqu'à je ne sais quel endroit de Normandie, sur le chemin, correspondant à des horaires où à partir de là, il y a un train ou un bus qui correspond à un arrêt qui, moi, ensuite me permet de prendre le train ou le bus. Donc, on essaie de mixer les dispositifs. Et à partir de 2021, on aura développé une application qui permettra à quelqu'un qui prendra le train, alors là, à Paris, de pouvoir, en arrivant à Avranches, de commander ensuite, éventuellement, le point de la gare pour aller jusqu'à la maison, où il y aura un accord avec une entreprise privée qui adaptera son véhicule en fonction du nombre de personnes, s'il va au Mont-Saint-Michel, que ce soit un bus, et s'il va simplement chez lui, un taxi. Donc sur les mobilités, on est en train de faire évoluer les choses. Et bien, globalement, dans un schéma, on va avoir, je crois, réglé une partie, je l'espère, de la problématique des deux principales lignes, et où on maintient le camp de Paris-Grandville, ce qui n'empêche pas tout de même de penser à des améliorations. Je prends un exemple simple. Je me permets de vous rappeler que chaque année, moi je ne savais pas que ça existait, il y avait le problème des feuilles. Depuis que nous avons pris les choses en main, ça fait quand même 2 ans où les trains marchent à l'automne. Ben, pardon de vous le dire, c'est grâce à vous. Donc quand ça ne marchera pas, vous pourrez bien nous engueuler, mais c'est parce qu'on a pris les choses en main que désormais, depuis 2 ans, on n'a pas des trains qui sont annulés et qui ne marchent plus dès lors qu'il y a des feuilles. Je termine sur la question des mobilités. Nous finançons avec le département le Grand Ville-Avranches, permettant au département de pouvoir terminer cette histoire. Je vous rappelle que la Basse-Normandie ne mettait plus un centime sur les programmes routiers parce que les écolos ne voulaient pas. Nous avons accordé 50 millions d'euros au département de la Manche pour lui permettre de financer le Grand Ville-Avranches, qui était une vieille revendication des territoires, comme nous avons décidé de faire le Saint-Lô-Coutances avec le département de la Manche. Alors à chaque fois, le travail routier, c'est extrêmement long, mais on a repris toute une série de programmes routiers. Nous avons apporté notre secours sur l'Orne, la hauteur de 45 millions d'euros sur le Flers-Argentan. Et si on va plus vers la Haute-Normandie, on va enfin sortir le dossier du contournement Est de Rouen, qui traîne depuis 1972, avec les travaux qui vont enfin commencer
en 2021, si pas de souci. Donc, sur les mobilités, je termine sur la question digitale, où le département de la Manche est dans la situation cocasse d'avoir été le département précurseur, celui qui a été le premier en France à se lancer dans le déploiement du digital, mais comme il s'est tellement lancé en avance que maintenant il est quasiment le dernier, c'est le problème de ceux qui sont en avant-garde. De temps à autre, l'avant-garde, c'est comme quand on a raison tout le tour. C'est un peu la même chose, en politique ça arrive, ce genre de choses. Et donc nous avons apporté des concours extrêmement significatifs sur les compétences départementales. Et nous aurons conclu avant la fin du mois de février, je l'espère, avec le département de la Manche pour apporter un concours de la région et faire en sorte que le département sorte de la panade dans laquelle il se trouve. Mais quand vous prenez la Seine-Maritime, on était sur des déploiements jusqu'en 2030, on a réduit ça en 2023, sur le Calvados 2030, on a réduit ça en 2021, et on aura en tout consacré 220 millions d'euros pour soutenir le département dans le déploiement du très haut débit. Je termine par un dernier sujet, que sont la jeunesse et les lycées. Je m'en voudrais parce qu'on en parle rarement, où là aussi nous faisons un effort important, à la fois sur la rénovation des lycées avec un grand programme d'investissement et d'amélioration, à la fois pour améliorer la sécurité des lycées. On avait proposé durant la campagne électorale qu'on permettrait aux lycées qui le souhaiteraient d'aller vers la vidéoprotection. On s'est fait insulter par tout le monde en disant bah, voilà, les sécuritaires de droite, etc. Au bout du compte, on a proposé la solution aux établissements, quasiment tous les lycées de Normandie nous l'ont demandé, et maintenant ils trouvent que ça ne va pas assez vite. Donc on a amélioré la sécurisation, on a un plan pour l'accès au digital de ces lycées qui utilisent de plus en plus le numérique dans leur pédagogie et dans leur environnement. Ce plan-là, c'est un plan de 50 millions d'euros, sur l'équipement 550, sur les sécurités 10 millions, et 50 millions sur le digital. Alors il y a le problème, c'est que quand on a mis le tuyau, ça ne suffit pas. Je le dis parce que certains me diront, mais vous avez mis les tuyaux, mais ça ne marche pas mieux. En réalité, derrière, après, il faut câbler les lycées. Parce que les câblages des lycées ne sont pas bons. Et enfin, il faut changer les machines. Les machines qui étaient sous l'autorité de l'État, jusqu'en 2015, qui ont été transférées aux régions. Nous achetons la bagatelle, mesdames et messieurs, de 4500 postes informatiques par an pour renouveler la totalité du parc informatique de la région. Et enfin, on a deux programmes sur les lycées dont on est très fiers. L'un qui touche au développement durable, qui est le lycée durable, où on a proposé aux établissements qui le souhaitent de rentrer dans des démarches de développement durable pour faire en sorte que les jeunes générations prennent pleinement conscience qu'une partie de la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe par des démarches individuelles. C'est de mettre de la permaculture, des potagers, des vergers, des ruches. C'est bien sûr d'améliorer la performance énergétique des établissements. C'est de pouvoir faire en sorte qu'on fasse du tri sélectif dans les lycées, ce qui n'est pas fait dans la plupart des lycées de Normandie. C'est de faire en sorte qu'on puisse manger normand dans les lycées. On a un programme Manger normand qui fait qu'en 2020 ou 2021, 80% des produits qui seront mangés dans les lycées de Normandie seront des produits issus des filières normandes. Bref, un environnement, toutes ces questions. Il y a une cinquantaine des lycées sur les 150 lycées de Normandie qui sont lancés. Et le deuxième aspect, qui est le lycée du futur, sur lequel nous avons là aussi bâti en proposition, en disant aux établissements, vous avez 6 thématiques, l'ouverture au monde et à l'entreprise, la question des innovations pédagogiques à travers le digital, la connaissance du patrimoine, etc. On a eu, ce qui prouve que, contrairement à l'image qu'on peut avoir quand les enseignants, on les met en situation de pouvoir proposer eux-mêmes, eh bien, il y a du mouvement. Quand ça vient d'en haut, c'est plus compliqué, mais quand on fait appel à l'autonomie des établissements, eh bien, on a eu plus de 150 projets, comme des projets très lourds comme des internats d'excellence et des projets plus légers comme l'accès au patrimoine normand. Mais au bout du compte, on a des solutions digitales nouvelles, il y a des lycées qui sont lancés dans la construction de campus, et donc on a arrêté 70 à 75 projets par an pour faire de l'innovation pédagogique, pour essayer d'entraîner nos lycées dans une démarche nouvelle. Et enfin, sur la jeunesse, 2 dispositifs dont nous sommes fiers. L'un, accordant une bourse pour la mobilité internationale des étudiants. Il n'y en avait pas ni en Haute ni en Basse-Normandie. Moi, quand j'étais député, je ne supportais pas l'idée que les jeunes
de ma circonscription viennent me voir en me disant « je suis issu de famille modeste, je ne peux pas faire ma mobilité internationale qui m'est imposée par mon établissement ». Donc on a mis en place un dispositif qui nous coûte plus de 3 millions d'euros par an. Et puis de l'autre, on a mis en place une carte, un dispositif qui s'appelle Atout Normandie, 14 millions, permettant aux jeunes de moins de 25 ans de pouvoir accès à la culture, aux loisirs, de s'inscrire dans un club de foot, ce qui permettra de pouvoir aller au club d'Avranches dans son stade neuf et beau et magnifique financé en partie par la région. Et de pouvoir ainsi accéder à des prix plus réduits aux livres, à la culture, qu'il ne le ferait normalement. Bref, derrière tout ça, il y a une ambition que nous portons tous ensemble, qui est celle que j'évoquais, qu'évoquait David dans son propos introductif, qui est de bâtir le rayonnement et l'attractivité de la région, de renforcer nos points forts, de devenir les meilleurs là où on est déjà très bon. On a des tas de domaines d'excellence. Je vous invite tous à venir du 11 au 14 avril où nous faisons une grande fête qu'on a appelée Phénoménale, où on fera venir tout ce qu'il y a de meilleur en Normandie. On va déplacer le Mont-Saint-Michel pour le mettre. On va déplacer le Mont-Saint-Michel où au moins tu pourras peut-être nous faire venir quelques ouvrages du scriptorium. Parce que, dis donc, on t'accorde une subvention importante pour la et donc, on va faire venir tout ce qui est fort en Normandie. On a des centres de recherche extraordinaires. On a des labos extraordinaires. On a des écoles extraordinaires. On a des produits du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire sans aussi. On a des entreprises extraordinaires. On a des acteurs, des personnages du monde de la culture extraordinaire. Est-ce que vous savez que le théâtre, le sommet du théâtre en France aujourd'hui, ce sont des Normands. C'est David Bobet, Thomas Joly. On a un pôle de cirque à Cherbourg et à Elbeuf. Sur le cirque, on est quasiment au sommet européen. Mais la plupart des Normands, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont l'IMEC, qui est la plus belle collection, le plus bon fonds de la littérature moderne du XXe siècle. Ils ne savent pas qu'on est en train de porter un projet de lutte contre le cancer par ion carbone, qui est la dronothérapie, parce qu'on a les chercheurs pour ça, où la région consacre 160 millions d'euros à soutenir ce projet, qui permettra d'être le seul lieu en Europe où on traitera le cancer des tumeurs radiorésistantes, notamment les cancers des enfants, avec un centre de recherche. Les Normands ne savent pas qu'on a à Rouen un des plus grands généticiens, qui est le professeur Fribourg, qui a été invité par Barack Obama quand il a lancé son plan génétique pour s'inspirer. Voilà pourquoi on va faire un institut de génomique normand, pour qu'on puisse être une des grandes plateformes de la génétique française et européenne. Et voilà pourquoi on va développer avec Claire, au titre de sa compétence sur le sport, le CSN d'Oulgat, l'ancien Krebs, où on va bâtir un modèle, on va accueillir des grandes équipes nationales au-delà des ligues et des clubs pour leur formation et leur préparation sportive. Bref, les Normands savent pas tout ça. Et donc on veut bâtir derrière tout ça l'attractivité de la région, le rayonnement de la région. Voilà pourquoi on a accueilli les Olympiades des métiers. Voilà pourquoi on est heureux de participer à l'accueil de la Coupe du Monde de foot féminine. Et ceux qui aiment le foot, je vous invite à aller voir un match de foot féminin, parce que je suis allé voir France, États-Unis, ça vaut largement un mauvais match de Ligue 1, je vous dis clairement. On en voit pas mal à l'heure actuelle d'ailleurs. Et elles ont une chance. Et en plus, elles jouent super bien. Très bien. On a battu la meilleure équipe du monde. Les Américains, c'est bien. Et donc, au-delà de ces événements, comme Normandie pour la paix, pour être un jour le lieu de référence sur les questions de sécurité et stabilité, et derrière ça, il y a cette même idée, la fierté d'être normand. Rayonner, non pas pour rayonner, mais pour bâtir ce même amour de la région, cette même volonté de porter notre région, et de faire en sorte qu'à l'imaginaire extraordinaire de la région corresponde une région qui est dynamique, qui va de l'avant, qu'ose dire qu'elle est capable de faire des choses formidables. Voilà pourquoi on est, pour les 4 conseillers, pour les 5 conseillers régionaux qui sont ici, heureux de ce qu'on fait,
je disais aux fonctionnaires de la région au moment des vœux, je leur disais, écoutez, la vie politique m'a beaucoup donné, mais je vis un moment de bonheur absolu. Porter une région, sa reconfiguration, la réunifier, porter des nouvelles politiques dans une région qui a tellement d'atouts, qui a tellement de capacités à retrouver le rayonnement qui a été le sien pendant des siècles et qui est encore en vérité considéré comme une région riche, alors qu'on a quand même beaucoup de zones de pauvreté, beaucoup de faiblesse. Eh bien, c'est un bonheur de tous les jours et c'est un bonheur qu'il faut qu'on partage tous, parce que les meilleurs ambassadeurs de notre région, c'est nous-mêmes. Si nous, on n'est pas constamment, même si on est lucide sur nos faiblesses, si on n'est pas constamment en train de dire qu'on est une région formidable, dans une ville formidable, une communauté de communes formidable, quand on est à Granville, on est dans le bonheur. Voilà. Quand on parle du Paris-Granville, quand j'entends les gens dire le Paris-Granville, ça ne marche pas. C'est pas vrai, c'est le train qui a la meilleure ponctualité quasiment de France. Alors on peut dire la SNCF a de moins en moins de ponctualité. Oui, peut-être. Mais je disais aux habitants de Gand il y a 15 jours ou 3 semaines, j'en dis, mais qui se plaignaient d'avoir une fuite de population, j'en dis, mais est-ce que vous croyez qu'on peut avoir envie de s'installer dans une région, dans un département, quand tous les jours, ceux qui habitent dans cette région, dans ce département, disent que ça ne va pas? Déjà, c'est faux que ça ne va pas. Ça ne va pas plus mal qu'ailleurs, d'ailleurs. Voilà, on est en France. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Mais derrière ça, si nous-mêmes ne sommes pas les ambassadeurs de nos territoires, quels qu'ils soient, eh bien, ça ne peut pas marcher. Et donc, voilà, l'idée de la fierté d'être normand, derrière ça, c'est l'idée de porter notre région, de faire en sorte qu'elle se porte de mieux en mieux. J'ai été beaucoup trop long, pardon, et maintenant, place à la boisson de notre région. C'est ça, c'est du vin ou c'est du cidre? C'est du cidre, donc tout va bien, mais on a fait du vin aussi en Normandie maintenant. Et donc, merci d'être venu en dépit des conditions climatiques compliquées.